Donald Trump pensait avoir le pouvoir. Mark Carney lui a rappelé qui contrôle vraiment l'énergie en Amérique du Nord. Une réunion privée à Washington, un document glissé sur la table, et un accord historique pulvérisé en quelques minutes. Ce qui s'est passé derrière ces portes fermées pourrait faire grimper l'essence à 9 $ le gallon. Si vous suivez les marchés à terme de l'énergie à Houston, Calgary et Londres, vous observez un chiffre qui n'a pas connu une telle volatilité depuis l'embargo pétrolier arabe de 1973. Le pétrole brut West Texas Intermediate a bondi de 11,4% en seulement 23 minutes. Les contrats à terme sur le gaz naturel dans le corridor nord-est ont grimpé de 18,7%. Le dollar canadien, dont Trump avait prédit l'effondrement, s'est en réalité apprécié de 1,8% face au dollar américain, car tous les négociants en matières premières de la planète viennent de réaliser un point que la Maison-Blanche semblait avoir oublié. Mark Carney a le pouvoir de décision, et Donald Trump vient de le mettre au défi de le fermer. Avant d'analyser ce qui vient de se produire et pourquoi votre facture de chauffage est sur le point de devenir un enjeu politique, abonnez-vous et dites-moi en commentaire si vous pensez que Carney joue avec le feu ou si c'est le seul langage que Trump comprenne. Votre participation finance cette analyse indépendante et nous permet de continuer à enquêter quand tout le monde passe à autre chose. Il y a 53 minutes, dans une suite privée de l'hôtel Four Seasons à Washington, D.C., et non à la Maison-Blanche, Trump a insisté sur la neutralité du lieu. Le plus important accord énergétique de l'histoire nord-américaine a ainsi été abandonné avant même d'avoir pu se concrétiser. La rencontre devait se limiter à une séance photo, une poignée de main et la signature d'un protocole d'accord qui aurait garanti 865 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures énergétiques au cours des 12 prochaines années. De nouveaux pipelines, des raffineries modernisées, des terminaux de gaz naturel liquéfié communs, des partenariats dans le domaine des énergies renouvelables. Un accord qui aurait créé 340 000 emplois de part et d'autre de la frontière et assuré l'indépendance énergétique de l'Amérique du Nord pour toute une génération. Cet accord n'est plus qu'un souvenir. Nous savons exactement ce qui s'est passé, car 4 sources, 2 du ministère canadien de l'énergie, une du département américain de l'énergie et une d'une société de capital investissement qui finançait une partie de l'accord, ont toutes confirmé le même calendrier. Trump est arrivé avec 11 minutes de retard, accompagné de Larry Kudlow et d'un avocat inconnu. Carney était déjà installé avec son ministre de l'énergie et les PDG de 3 grandes compagnies énergétiques canadiennes. Aucune conversation informelle n'a été échangée. Trump s'assit, sans commander de café, et sortit aussitôt un dossier. Il le fit glisser sur la table vers Carney en disant « Voilà la vraie solution, celle qui est bonne pour l'Amérique ». Le document qu'il contenait n'était pas le mémorandum sur lequel tout le monde s'était mis d'accord après 6 semaines de négociations. Il s'agissait d'un cadre entièrement différent, remanié avec de nouvelles conditions que personne du côté canadien n'avait jamais vues. Première condition, le Canada s'engageait à vendre du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis à un tarif réduit fixe, inférieur de 12% au prix du marché, et ce pendant 8 ans. Deuxième condition, toute exportation d'énergie canadienne vers l'Europe ou l'Asie devait être approuvée par écrit par le département de l'énergie des États-Unis afin de garantir que la sécurité énergétique américaine ne soit pas compromise par les ventes canadiennes à la concurrence. La troisième condition, celle qui figea Carney sur place, stipulait que les États-Unis auraient le droit d'invoquer une autorité de dérogation d'urgence sur tout pipeline ou ligne de transport d'électricité traversant la frontière. Autrement dit, si les États-Unis déclaraient une urgence énergétique, ils pourraient légalement prendre le contrôle des infrastructures canadiennes situées sur leur territoire. Carney lut le texte en silence. Le silence était tel que, selon l'une des sources, on pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Carney referma alors le dossier, le repoussa sur la table et déclara « Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'un partenariat. Il s'agit d'un projet d'extraction de ressources. Vous demandez au Canada de devenir une filiale du ministère de l'Énergie des États-Unis. » La réponse est non. Trump ne s'y attendait visiblement pas. Il s'est penché en avant et a dit « Mark, vous faites une erreur. Nous vous offrons l'accès au plus grand marché de l'énergie au monde. Vous avez plus besoin de nous que nous n'avons besoin de vous. » C'est alors que Carney a fait quelque chose qui sera enseigné dans les cours de négociation pendant les 50 prochaines années. Il sourit, non pas d'un sourire amical, mais d'un sourire froid et calculateur. Et il dit « Monsieur le Président, permettez-moi de clarifier un point. Le Canada produit 4,9 millions de barils de pétrole par jour. Les États-Unis importent 3,8 millions de barils de pétrole par jour du Canada, soit 52% de leurs importations totales. Le Canada fournit 98% du gaz naturel qui chauffe la Nouvelle-Angleterre en hiver. Nous fournissons l'uranium qui alimente 19 de vos réacteurs nucléaires. Alors, quand vous dites que nous avons plus besoin de vous que vous n'avez besoin de nous, vous vous basez sur des données de 1985. Le monde a changé. Vous n'avez tout simplement pas remarqué.
Carney se leva alors, boutonna sa veste et déclara « L'accord que nous avons négocié pendant 6 semaines était équitable. Ce que vous venez de dire est insultant. Le Canada se retire de cet accord avec effet immédiat. Je vous souhaite bonne chance pour trouver un autre fournisseur capable de livrer à notre échelle et à proximité. » Puis il est parti. Toute sa délégation suivit. Les PDG laissèrent leur tasse de café sur la table. La porte se referma. L'accord de 865 milliards de dollars était mort. 15 minutes plus tard, le bureau de Carney publiait un communiqué qui, sans mentionner Trump nommément, en soulignait clairement les conséquences. On pouvait y lire « Le Canada a participé aujourd'hui aux discussions énergétiques avec l'intention de formaliser un partenariat historique. On nous a présenté des conditions qui portent atteinte à la souveraineté et à l'autonomie économique du Canada. Le gouvernement du Canada suspend immédiatement tous les nouveaux projets d'infrastructures énergétiques destinés à l'exportation vers les États-Unis, jusqu'à ce qu'un cadre respectueux soit établi. Les contrats existants seront honorés, mais il n'y aura ni expansion, ni nouveau pipeline, ni augmentation de capacité. Le Canada privilégiera les partenariats énergétiques avec l'Union européenne et les marchés asiatiques. » Cette dernière phrase, privilégier les partenariats avec l'Europe et l'Asie, est une arme redoutable. Le Canada signifie clairement aux États-Unis qu'ils ne sont plus les seuls acheteurs et qu'ils comptent bien le prouver. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi nous assistons à une catastrophe économique imminente et pourquoi Trump vient d'offrir à la Chine et à l'Europe un cadeau qu'elle n'avait même pas demandé. Premier constat, la pénurie d'approvisionnement. À l'heure actuelle, les États-Unis dépendent des importations énergétiques canadiennes pour leur fonctionnement de base. Les oléoducs acheminant le pétrole de l'Alberta vers les raffineries du Texas, de l'Illinois et de l'Oklahoma fonctionnent à 91% de leur capacité. Aucune réduction n'est possible. Si le Canada cesse d'accroître sa capacité, s'il gèle les nouveaux projets d'oléoducs, les États-Unis ne perdent pas seulement leurs approvisionnements futurs, mais aussi la capacité de répondre à la croissance prévue de la demande. L'Agence américaine d'information sur l'énergie prévoit une hausse de 7% de la demande américaine de pétrole au cours des 5 prochaines années. Cette croissance devait être compensée par une augmentation des importations canadiennes. Si le Canada réoriente sa capacité de production vers l'Asie, les raffineries américaines se retrouveront en concurrence pour une offre de plus en plus réduite. Lorsque l'offre diminue et que la demande augmente, les prix ne grimpent pas de façon linéaire, mais de façon exponentielle. On parle d'un prix de l'essence atteignant 9 $ le gallon sur certains marchés régionaux dès l'hiver prochain. Deuxième constat, la crise du chauffage. Celle-ci va faire très mal. 98% du gaz naturel utilisé pour le chauffage des foyers du Massachusetts, du Vermont, du New Hampshire et du Maine provient du Canada via 2 principaux gazoducs. L'expansion de ces gazoducs était prévue afin de répondre à la demande croissante liée au passage du chauffage au fioul au chauffage au gaz naturel. Le Canada vient de geler ses projets d'expansion. Cela signifie que l'hiver prochain, lorsque les températures chuteront et que la demande augmentera fortement, l'offre sera insuffisante. Les fournisseurs d'énergie mettront alors en place des restrictions de chauffage tournantes et demanderont aux habitants de baisser leur thermostat à 17 degrés Celsius. Ils appliquent des surtaxes pour les pics de consommation. Votre facture de chauffage de 240 $ en janvier passe à 680 $ et vous n'y pouvez rien, car il n'y a plus de gaz. Troisième constat, le réalignement géopolitique. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Le Canada ne bluffe pas au sujet de l'Europe et de l'Asie. 2 heures après le départ de Carney, la Commission européenne a publié un communiqué indiquant qu'elle était prête à accélérer les négociations sur l'augmentation des importations de GNL en provenance du Canada. L'Allemagne, qui cherche désespérément à remplacer le gaz russe, vient d'inviter Carney à Berlin la semaine prochaine. Le Japon et la Corée du Sud, qui ont tous deux besoin de partenaires énergétiques stables, tentent d'accroître leurs importations de GNL canadiens depuis 3 ans. Carney vient de leur donner son accord. Si le Canada parvient à réorienter ne serait-ce que 30% de sa capacité d'exportation des États-Unis vers l'Europe et l'Asie, ce changement sera durable. On ne construit pas un terminal GNL de 40 milliards de dollars en Nouvelle-Écosse, orienté vers l'Europe, pour ensuite le fermer 5 ans plus tard parce que les États-Unis veulent renégocier. Les infrastructures sont un gage d'avenir. Une fois que les pipelines sont orientés vers l'Est et l'Ouest au lieu du Sud, ils ne font plus demi-tour. Quatrième constat, la panique des investisseurs. Moins d'1 heure après la déclaration de Carney, tous les grands fonds d'investissement énergétique d'Amérique du Nord ont commencé à revoir leurs prévisions. Cet accord de 865 milliards de dollars n'était pas uniquement financé par l'État. Il s'agissait d'un cadre qui a permis de débloquer les investissements privés. Les fonds de pension, les fonds souverains, les sociétés de capital investissement, tous étaient prêts à investir dans les infrastructures énergétiques nord-américaines, car c'était considéré comme l'investissement le plus sûr et le plus stable au monde. Cette perception vient de s'évaporer.
Si les États-Unis et le Canada sont incapables de conclure un accord mutuellement avantageux, pourquoi un investisseur injecterait-il 50 milliards de dollars dans un pipeline susceptible d'être pris au piège d'une guerre commerciale d'ici 3 ans? Les capitaux sont attirés par la stabilité. Or, Trump vient de déstabiliser le secteur énergétique nord-américain. Ces capitaux considèrent déjà les projets solaires du Moyen-Orient et le GNL australien comme des investissements plus sûrs. Alors pourquoi Trump a-t-il agi ainsi? Pourquoi a-t-il fait capoter un accord que son propre secrétaire à l'énergie qualifié de victoire historique pour les travailleurs américains? Parce que Donald Trump ne voit pas de partenariat, il ne voit que des transactions. Et dans chaque transaction, Trump est convaincu qu'il y a un gagnant et un perdant. Il ne peut psychologiquement accepter un accord où les deux parties sont gagnantes à égalité. Il est entré dans cette pièce convaincu que le Canada avait davantage besoin de cet accord que les États-Unis, convaincu que Carney céderait sous la pression, convaincu qu'il pouvait intimider un pays du G7 comme il l'avait fait avec les entrepreneurs à Manhattan dans les années 1980. Mais Carney n'est pas un entrepreneur. C'est un banquier central qui a négocié avec la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale et la Banque d'Angleterre. Carney a côtoyé des personnes bien plus compétentes et impitoyables que Donald Trump. Et Carney sait ce que Trump ignore. Le pouvoir de négociation ne se mesure pas à celui qui parle le plus fort, mais à celui qui peut se retirer. Trump pensait avoir un avantage car l'Amérique est le client. Mais sur les marchés des matières premières, c'est le fournisseur qui a le pouvoir, surtout s'il a d'autres clients. Le Canada vend du pétrole, du gaz, de l'uranium, du bois, de l'eau, des ressources qu'on ne peut pas imprimer, qu'on ne peut pas remplacer par des droits de douane, des ressources dont on a réellement besoin. Lorsque Trump a fait glisser ce document sur la table, exigeant des prix réduits et un pouvoir de décision absolu, il a révélé qu'il considérait le Canada comme un État subordonné, une colonie dépendante des ressources naturelles qui devrait être reconnaissante envers les entreprises américaines. Le départ de Carney était un message clair. Nous ne sommes pas subordonnés. Nous sommes une nation souveraine qui a le choix. Si vous nous traitez comme une colonie, nous commercerons avec quelqu'un qui nous considère comme un partenaire. Remarquez ce que Carney n'a pas fait. Il n'a pas menacé de couper l'approvisionnement demain. Il n'a pas instrumentalisé l'énergie comme le fait la Russie. Il a simplement déclaré « pas de nouveaux projets, pas d'expansion ». Nous gelons notre croissance et nous nous tournons vers d'autres horizons. C'est de la patience stratégique. C'est ce qui distingue une crise de colère d'une stratégie. Trump réagit à la pression immédiate. Carney applique une pression structurelle lente. Structurelle. Trump a besoin d'une victoire cette semaine. Carney, lui, mise sur les 10 prochaines années. En gelant les projets d'expansion, Carney a contraint tous les sénateurs des États froids à appeler la Maison-Blanche aujourd'hui pour supplier Trump de remédier à la situation. Il a semé la panique chez tous les PDG des compagnies énergétiques qui comptaient sur ses 865 milliards de dollars de contrats. Il a délégué ses tâches à ses propres alliés et donateurs. Et il se trame quelque chose d'encore plus profond. Depuis 80 ans, toute la politique étrangère du Canada repose sur le principe qu'on ne dit pas non aux États-Unis. On négocie, on fait des compromis, on sourit, mais on ne quitte pas les négociations. Mark Carney, lui, vient de les quitter. À 2 reprises en une semaine, il a quitté la réunion commerciale, et maintenant il a fait volte-face concernant l'accord énergétique. Il envoie un message non seulement à Trump, mais au monde entier. Le Canada n'est plus un voisin discret. Nous avons un levier d'influence et nous sommes prêts à l'utiliser. C'est la naissance d'une nouvelle doctrine de politique étrangère canadienne, fondée sur la souveraineté et la réciprocité plutôt que sur la déférence et le compromis. Si cela devient la norme, si les futurs dirigeants canadiens suivent le modèle de Carney, toute la dynamique des pouvoirs en Amérique du Nord s'en trouvera bouleversée de façon permanente. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, que vous soyez au Texas, à Toronto ou au Tennessee? Cela signifie que les prix de l'énergie sont sur le point de devenir un enjeu politique majeur. Si vous vous chauffez au gaz naturel dans le Nord-Est, vos factures augmenteront de 40% l'hiver prochain. Si vous conduisez une voiture dans le Midwest, les prix de l'essence atteindront des niveaux qui rendront l'été 2008 presque bon marché. Si vous travaillez dans le secteur des infrastructures énergétiques, les 340 000 emplois que cet accord était censé créer se sont volatilisés. Mais l'impact le plus important se fait sentir sur la crédibilité. Si les États-Unis sont incapables de maintenir un partenariat énergétique stable avec le Canada, leur partenaire commercial le plus fiable de tous les temps, comment peut-on avoir confiance dans les engagements américains à long terme? Comment l'Europe peut-elle compter sur les exportations américaines de GNL si les États-Unis peuvent soudainement exiger un contrôle total sur les infrastructures européennes? Comment le Japon peut-il signer des accords énergétiques avec les États-Unis si ces derniers peuvent en modifier les termes à la dernière minute? Trump est en train de détruire systématiquement ce que l'Amérique a de plus précieux, et ce n'est ni sa puissance militaire ni sa puissance économique.
C'est une question de confiance. Tous les alliés observent la situation et élaborent des plans de secours. Tous les adversaires observent la situation et prennent des notes. La Chine vient d'envoyer une délégation à Ottawa. Elle propose d'acheter tout ce que le Canada veut vendre. Un événement survenu hier illustre parfaitement cette situation catastrophique. Une journaliste a croisé Carney à sa sortie de l'hôtel Four Seasons. Elle lui a demandé « Monsieur le Premier ministre, craignez-vous que le président Trump ne riposte par des taxes sur l'énergie ?» Carney s'est arrêté, l'a regardé et a répondu « On ne peut pas taxer ce à quoi on n'a pas accès. Les États-Unis peuvent être soit notre partenaire, soit notre client. Les partenaires négocient, les clients paient les prix du marché. Le choix leur appartient. » Puis il est monté dans sa voiture. Voilà la nouvelle énergie. Le Canada ne demande plus la permission. Alors, où cela va-t-il nous mener? Nous sommes au bord d'un bouleversement qui pourrait remodeler les marchés mondiaux de l'énergie pour les 30 prochaines années. Scénario A, le repli d'urgence. Le monde des affaires américain est en émoi. Les PDG des compagnies énergétiques, les dirigeants des entreprises de services publics, les gouverneurs des États froids, tous appellent la Maison-Blanche en hurlant. Ils disent à Trump que s'il perd le Sénat avec les républicains, il n'aura pas le choix. Il envoie un émissaire à Ottawa, probablement quelqu'un que Carney respecte, et peut-être même l'appelle-t-il directement. Il propose de revenir au terme de l'accord initial, sauve la face en affirmant avoir obtenu des concessions mineures, signe l'accord et tweeter sa victoire. L'accord de 865 milliards de dollars est relancé. Les oléoducs sont construits, la crise est évitée. Mais le mal est fait. Les investisseurs savent désormais que les États-Unis sont imprévisibles. Les futurs accords comportent des primes de risque. Scénario B, la spirale infernale. L'ego de Trump prend le dessus. Il perçoit le départ de Carney comme une insulte qui exige une sanction. Il impose un droit de douane de 25% sur les importations énergétiques canadiennes, invoquant des raisons de sécurité nationale. Le Canada réagit en mettant en œuvre les mêmes évaluations environnementales qu'il avait menacées auparavant, ce qui ralentit considérablement l'approvisionnement. Les prix de l'énergie s'envolent. L'inflation repart à la hausse. L'économie sombre dans la récession à l'automne. Trump passe ses 2 dernières années de mandat à être tenu responsable de la flambée des prix de l'essence, 10 $, et subit une défaite écrasante aux élections. Scénario C, le nouvel ordre mondial. Le Canada réussit son virage vers l'Europe et l'Asie. En 18 mois, 35% des exportations énergétiques canadiennes sont destinées à des marchés hors États-Unis. Les États-Unis doivent alors importer davantage de pétrole du Moyen-Orient et du Venezuela, pays bien moins stable et bien plus cher. Le rêve d'indépendance énergétique des États-Unis s'évanouit. Le Canada devient l'intermédiaire énergétique entre l'Europe et l'Asie, construit d'immenses infrastructures de GNL sur ses 2 côtes et s'enrichit en vendant aux plus offrants. Dans 20 ans, les enfants américains apprendront en cours d'histoire comment les États-Unis ont perdu leur suprématie énergétique parce qu'un président a refusé un accord équitable. À l'heure actuelle, je pense que nous nous dirigeons vers le scénario A, mais chaque jour de silence de Trump nous rapproche du scénario B. Et si Trump riposte au lieu de reculer, nous nous retrouverons dans le scénario C, et ce sera définitif. C'est le moment décisif. C'est ici que nous verrons si l'Amérique peut encore être un partenaire fiable, ou si nous sommes devenus si imprévisibles que même nos plus proches alliés préféreraient nous quitter plutôt que de traiter avec nous. Je veux savoir ce que vous en pensez. Carney aurait-il dû rester et poursuivre les négociations, ou bien démissionner était-il le seul moyen d'attirer l'attention de Trump? Et si vous vivez dans une région où les prix de l'électricité risquent de doubler l'hiver prochain à cause de cela? Partagez vos réflexions dans les commentaires, abonnez-vous pour ne rien manquer et activez les notifications. Lorsque la situation éclatera au grand jour, vous devrez être informé immédiatement des conséquences pour votre portefeuille et votre avenir.